Alors, rapidement, pour vous présenter qui on est, puisque peut-être certains ne nous connaissent pas, donc, je vous laisse lire, je vais passer très vite là-dessus. On est société basée à Lille, et on édite des solutions marketing, dont la fameuse solution Sarbacane. Sarbacane, c'est à la fois une logiciel de marketing et un routeur. On envoie un peu plus d'1 milliard de mails par an. Et on a d'autres activités, notamment Getinbox, qui est le Litmus français, Sarbacane Studio, qui est donc notre studio de création email sur mesure, et Primotexto, qui est une solution d'SMS. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Vincent en a parlé rapidement. Le responsive design, c'est cette définition que j'ai écrite en essayant de penser à ce que c'était réellement. C'est avant tout une technique qui vise à optimiser le confort des utilisateurs et la lisibilité, et donc pour les annonceurs, la performance des campagnes, pour les sites web et pour les emails. On en entend beaucoup plus parler pour les sites web depuis des années, et pour les emails c'est plus récent. Mais c'est une grosse tendance, effectivement. 2012-2013 ont connu, ce sont des années qui marquent le responsive design au niveau email, avec beaucoup de conférences qu'on a vues sur les salons, beaucoup de livres blancs qui sont sortis, et la France un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait sur le marché anglophone, mais on commence à y venir. Alors, pourquoi le responsive design? Bien parce que, en fait, on est passé d'un mono-device qui était l'ordinateur à multi-device, et donc à des résolutions d'écran différentes. Et donc principalement là on va s'intéresser au smartphone, mais le responsive design c'est aussi vrai pour les tablettes. On peut tout à fait imaginer avoir un emailing en plusieurs versions, une version smartphone, une version ordinateur, une version tablette. Et finalement, effectivement, quand on conçoit un email sur ordinateur, on pense souvent qu'il va être sur ordinateur, et on n'imagine pas forcément, en tout cas ça commence à venir, ce que ça donnera sur un mobile. Alors que la résolution d'un mobile est inférieure à 500 pixels, en fonction de s'il est regardé en portrait ou en mode paysage. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au responsive design? C'est surtout parce que les smartphones ont explosé depuis plusieurs années, et surtout en 2012, on a compté 13,5 millions de smartphones vendus, et actuellement, en tout cas, le chiffre de Médiamétrie, c'est 24 millions de Français qui possédaient un smartphone en 2012. Bien sûr, les derniers chiffres sont encore plus conséquents, et on espère 20 millions de smartphones vendus en 2013. On voit clairement depuis 2007 en fait, comment les smartphones ont écrasé le mobile traditionnel pour arriver à être dominant en termes de vente, et donc forcément le parc de smartphones est devenu plus important. Mais surtout, disons que ce qu'on doit au smartphone et surtout à Apple, c'est d'avoir replacé l'email au cœur de nos vies, et le considérer comme un SMS avec de multiples notifications. Donc on est hyper connecté, on a tous ou presque un smartphone, on est averti quand on a un nouveau mail, et donc on consulte encore plus souvent. Et un phénomène s'est produit fin d'année 2012, où en fait la consultation sur webmail et desktop a été dépassée par le mobile au niveau mondial. Et donc il y a le SNCD également qui organise une enquête, une étude tous les ans. Et la dernière démontre que 38,4% des Français qui consultent leurs emails sur smartphone, c'était 25% l'année d'avant. Donc on a une grosse croissance. Une autre source qui concorde avec celle de ReturnFast qui était juste avant Litmus également, on constate en 2012 un dépassement des smartphones sur les autres usages. Alors quand on regarde le parc, c'est assez étrange ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mobiles qui sont vendus plus sur Android que sur iPhone et les autres OS. Donc Android, bien sûr, c'est parce que c'est un OS qui peut être utilisé par plusieurs marques, alors qu'Apple iOS ne peut être utilisé que sur les iPhones. Mais au niveau de la consultation d'email, par contre, les utilisateurs d'iPhone
sont ceux qui utilisent plus l'email sur leur mobile. Parce qu'on peut aujourd'hui acheter un téléphone Android, et les téléphones smartphones sont très bon marché, ceux qui sont sous Android, mais on n'a toujours pas forcément associé un abonnement Internet. Donc, ce qui explique pourquoi finalement les messageries de type qui tournent sous Android ne sont pas les messageries les plus utilisées pour les consultations sur smartphone. Donc aujourd'hui dans le monde, clairement c'est la messagerie de Apple, enfin, de l'iPhone, iOS, Mail sur iOS qui est la plus utilisée devant Outlook, Apple Mail, iPad et les autres. Et on voit que l'écosystème autour du... On se rend compte que l'écosystème autour de l'email a vraiment changé ces dernières années, puisqu'on a les applications et les sites web des messageries qui sont responsives. Donc là, en fait, quand on regarde un petit peu sur le marché, on se rend compte que si on va sur Yahoo Mail avec son smartphone, si on va sur Gmail, sur Hotmail, on a une expérience utilisateur pour le responsive au niveau de l'utilisation de la messagerie qui est tout à fait satisfaisante. On voit que les Français s'y mettent donc on a de multiples moyens de consulter sa messagerie, soit dans la messagerie native du téléphone, soit en téléchargeant une application, soit en allant sur le site web, mais toujours avec une bonne navigation, un bon confort d'utilisation. Donc ça donne ce genre de choses, en fait, avec effectivement une messagerie qui est présentée sur une seule colonne, avec de l'espace pour pouvoir naviguer pour la navigation tactile. Et pourtant, malheureusement, on se rend compte que le marché des annonceurs et des routeurs de l'email a un petit peu de retard sur les applications et les sites web. Et donc, c'est à nous, routeurs, annonceurs, de rattraper ce retard pour que le confort de l'expérience utilisateur soit complète au niveau responsive. Quelques chiffres, pourquoi on doit se mettre au responsive. Il y en a beaucoup des chiffres qui circulent sur plein d'études. Je dirais que j'ai retenu que 80% des utilisateurs suppriment un mail qui s'affiche mal sur leur mobile. 3% des utilisateurs qui consultent leur email sur un smartphone vont le consulter aussi sur PC. Parfois, c'est l'excuse qu'on nous donne en disant oui, il a reçu sur son smartphone, mais le soir, il va aller le regarder sur son PC. C'est faux. Et on compte, d'après une étude de Consultancy, 25% des campagnes email qui sont responsives dans le monde. Alors bien sûr, en France, c'est moins. Ce sont surtout de gros annonceurs qui l'ont mis en place. Et encore, il y a de très belles marques qui ne se sont pas mis du tout responsives, ni sur leur site web, ni sur leurs emails. Les avantages de se mettre au responsive, c'est un meilleur impact des campagnes puisque l'utilisateur va être dans un environnement qui va lui être confortable et donc on va avoir plus de clics sur l'email et naturellement, plus de clics si l'expérience est bien poussée, que la landing page est bien travaillée, que le site web, on aura plus de ventes ou plus de contacts. Donc on améliore aussi la satisfaction et ça améliore l'image de marque de l'annonceur au final. Puisqu'on se dit, voilà, cet annonceur-là, il pense à moi, il a compris, c'est inconscient, mais il a compris que j'étais sur smartphone et il me pousse un message qui est designé pour être lu sur un smartphone. Alors, en fait, ce qui se passe, effectivement, Vincent le disait tout à l'heure, sur les emails aujourd'hui, quand un smartphone finalement reçoit un email qui a été conçu sur ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire cet email pour le faire rentrer dans son écran qui bien sûr fait 320 pixels de large la plupart du temps, et donc on va se retrouver avec un email qui était conçu pour ordinateur et qui est très petit, qui contient des liens minuscules, quasi impossible à cliquer si on ne zoome pas, avec un défilement qui peut être effectivement conséquent, et donc une expérience qui ne va pas être terrible, et une efficacité pour l'annonceur au final qui ne sera pas bonne. Donc quand on voit que les destinataires sont sur mobile, tous les chiffres démontrent qu'il y a une utilisation forte du smartphone. De l'autre côté, on a des annonceurs qui disent effectivement l'emailing, on pourra en reparler dans cette journée, il y a des hauts et des bas, il y a certains annonceurs qui considèrent que c'est moins efficace qu'avant, que les taux d'ouverture de clics baissent. Ça peut aussi expliquer
ces tendances-là de statistiques un petit peu en baisse, c'est qu'aujourd'hui, si on ne prend pas en compte ce phénomène, eh bien on va avoir effectivement une expérience utilisateur qui va être mauvaise et qui va finir, finalement un email comme ça va finir à la poubelle immédiatement, alors que effectivement s'il avait été un peu plus travaillé pour les smartphones, il y aurait eu forcément plus de clics et donc plus d'efficacité marketing. Alors voilà, quand on travaille un email responsive, voilà ce qui se passe, un email simple conçu sur smartphone, conçu pour ordinateur et qui n'est pas optimisé, et ensuite la version optimisée, on voit clairement effectivement que ça consiste finalement à augmenter la taille des éléments et à permettre plus facilement le clic sur les liens et sur les call to action, j'y reviendrai un peu plus tard. J'ai considéré que, comme part de ceux qui ont étudié le sujet, qu'il y avait 3 techniques pour faire du responsive email. La première, c'est celle qui est la plus simple, qui consiste à ne pas rentrer tellement dans la technique qu'on appelle le mobile aware design, c'est-à-dire la personne qui va constituer, va designer le mail, le construire, va se dire je veux qu'il soit bien lu et bien efficace aussi sur smartphone. Donc il va faire un email par du temps qui sera monocolonne, qui va contenir un seul visuel principal, une typo suffisamment élevée de 14 pixels, un bouton d'appel à action pas trop haut et bien visible. Je vous donnerai quelques bonnes pratiques en détail sur ces éléments ensuite. Et donc voilà, là ça va consister simplement à faire son email pas trop large, donc on va même peut-être aller en dessous des 600 pixels traditionnels. Aujourd'hui on voit des emails, et chez Sarbacane on a pu le faire aussi nous pour certaines campagnes où on estimait que c'était suffisant, d'envoyer un email de 500 pixels qui s'affiche très bien sur un ordinateur et très bien aussi sur un mobile. Ça évite de rentrer dans des techniques que je vais détailler après, qui sont effectivement les techniques de media query ou scalable. Fameux scalable, donc c'est ce qu'on appelle aussi l'email fluide. Ça, c'est une grosse tendance aussi en web. C'est-à-dire que là, on va simplement aller designer son email avec des éléments en pourcentage. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller définir des tailles, mais on va aller dire que mon bandeau du haut doit faire, par exemple, 80% de la largeur de l'écran. Donc, qu'il s'agisse d'un écran de 1000 pixels ou de 300, on va prendre 80% de cette largeur-là et on va aussi aller définir des pourcentages sur les images pour qu'elles s'adaptent automatiquement à l'écran. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de code. Alors, on a fait un livre blanc et on a il y a plein de ressources sur Internet pour vous donner le code. Je ne vais pas rentrer dans le code HTML ici, ça n'aurait pas trop de sens. Mais en gros, on va aller définir la largeur maximum des images, la largeur en pourcentage pour les petits écrans et une hauteur automatique pour garder les proportions. L'avantage, on verra un peu plus tard, c'est que c'est compatible avec quasiment toute la messagerie et qu'il n'y a aucun bug possible entre les différents environnements ou contextes de lecture. La troisième technique, qui est celle en fait qu'on pourrait vraiment appeler responsive, c'est l'email adaptatif, basé sur la technique CSS3 Media Query. Donc en fait, là, on va aller afficher une version de l'email en fonction de la résolution de l'écran. Donc en fait, les CSS3 ça va être un petit code qui va dire, c'est une condition, si la largeur de l'écran est de 480 pixels ou inférieure, je vais afficher cette version. Sinon, je vais afficher la version ordinateur. Ça, c'est compatible avec les messageries natives de iOS et d'Android, donc mail d'Android. Ce n'est pas compatible avec les applications mobiles de Gmail notamment, et d'autres que je mets juste après. L'avantage entre scalable et responsive, la différence plutôt, c'est que scalable, on a vraiment un seul message et on ne peut pas faire de conditions. On ne peut pas dire je veux afficher telle image pour les mobiles et telle autre image ou tel autre bouton pour les ordinateurs. Donc ça permet vraiment, le responsive permet de faire éventuellement une expérience complètement différente, des couleurs différentes, un autre message, peut-être même de pousser l'expérience
expérience en disant je sais que je suis sur un mobile, donc je vais faire un lien vers l'App Store par exemple, ou vers une application, vers mon site web mobile, alors qu'avec le Scalable, on va avoir un seul contenu à maintenir qui lui va s'étendre en fonction de la résolution d'écran. Donc là, ça veut dire que dans le code, on a 2 messages, et peut-être même, on peut même en faire 3 pour tablette par exemple. Et donc il va falloir faire bien attention à ce que ces 3 contenus soient bien testés avant l'envoi pour vérifier qu'ils fonctionnent bien partout. Par exemple, en responsive, voilà technique 3, on peut masquer la colonne de droite, donc ça c'est très traditionnel. Quand on a une newsletter, la plupart du temps, on a un contenu principal à gauche et généralement une colonne à droite, ou 3 colonnes. Et là, on va aller masquer des colonnes parce qu'on sait qu'on a 320 pixels ou 480 pixels sur un smartphone, donc la solution c'est d'arriver sur une seule colonne. Et on peut aussi faire une version mobile complètement différente, avec des couleurs différentes, avec des boutons, des textes complètement différents. Media Query, il y a une petite confusion souvent que j'entends quand j'en discute, c'est Media Query en fait ne dépend pas du device, mais dépend de l'application. C'est-à-dire on me dit Media Query ça marche sur iPhone. Non, ça marche sur l'application Mail d'iOS. Oui, mais ça ne marche pas sur l'application Gmail d'iPhone par exemple. Donc vous voyez là les différentes messageries avec lesquelles on ne peut pas faire du CSS3, puisque ça n'est pas encore compatible. Alors vous le savez, dans l'email c'est un gros problème, la question du standard, on le sait depuis longtemps, c'est pour ça qu'on code effectivement comme dans les années 90 pour faire des emails, alors qu'en web on fait des choses qui sont beaucoup plus poussées. Et bien là, malheureusement, on est encore sur un standard qui n'en est pas un, puisque personne n'arrive à s'accorder là-dessus, pour des raisons un petit peu obscures de sécurité, la plupart du temps. Mais j'espère que ces messageries vont proposer bientôt le support des Media Query. Alors, là, je vous ai présenté 3 techniques. Vous pouvez se dire, mais laquelle je vais choisir? En fait, il y a un moyen d'utiliser la technique 2 et la technique 3 en même temps. Donc en fait, il s'agit simplement de faire son email pour ordinateur, le rendre scalable, donc le concevoir pour qu'il soit fluide, et ajouter également des CSS3 Media Query pour les messageries pour lesquelles c'est compatible. Et donc là, on a le meilleur des deux mondes. Parce que l'avantage, c'est que vraiment, il n'y a pas de bug, c'est-à-dire que même si ça ne fonctionne pas avec certaines messageries, c'est simplement ça s'affiche ou ça s'affiche pas. Donc si j'ai des CSS3 Media Query dans mon message, quand c'est pas compatible, ça va afficher la version ordinateur par défaut et c'est tout. Donc si la version ordinateur est scalable, eh bien, elle va être scalable sur toutes les messageries et sur toutes les résolutions. Et pour mail d'iOS et mail d'Android, eh bien, on affichera la version CSS3. Alors, quelques bonnes pratiques, plus maintenant qu'on a, là c'était un petit peu technique, plus sur le marketing, sur la création du message. Alors, bon, évidemment, on va entendre beaucoup parler de pre-header dans cette journée, mais c'est vrai que c'est un élément important parce que ça permet surtout de dépasser la contrainte qu'on a tous en tant que mail marketeur, qui est l'objet. On sait que grosso modo, on a 40 caractères pour s'exprimer habituellement. Et là, on a la possibilité d'avoir fait 80 caractères pour s'exprimer. Et encore trop de routeurs, d'agences ou d'annonceurs utilisent en pre-header. Si vous n'utilisez pas ce message, cliquez ici. On le fait tous parce que c'était une bonne pratique. On va dire, ça fait peut-être bientôt 10 ans que tout le monde nous martèle, mettez un lien vers la page miroir ou la copie web en haut du message. Donc tout le monde le fait, ça y est. Mais maintenant, on demande de faire un peu différemment, c'est-à-dire de au-dessus ce message, ajouter un petit texte qui permet d'accrocher le destinataire, d'attirer son attention pour qu'il clique. Parce qu'aujourd'hui, notre guerre à tous en email marketing, ça va être d'augmenter ces fameux taux d'ouverture, et ça on en parlera avec les tables rondes des conférences sur la délivrabilité. D'augmenter le taux d'ouverture, c'est aussi grâce à l'objet, l'expéditeur et maintenant le pre-header. Et ensuite, les taux de clics, c'est avec le message et notamment le responsive. Et je sais qu'il y a beaucoup forcément de routeurs et d'agences dans cette salle, donc c'est notre responsabilité de transmettre ces informations-là aux annonceurs qui ne le savent pas.
C'est important aussi de toujours s'occuper de l'attribut alt, parce qu'il est interprété par un certain nombre de messageries qui n'affichent pas les messages en mobile. Donc ça reste une bonne pratique. Enfin, c'est s'adapter au mobile d'une manière générale. Donc le point 1, ça va être de créer des call to action qui soient visibles dans la première partie des 500 premiers pixels. De le rendre suffisamment gros. Alors il y a des scientifiques qui ont analysé que la taille optimale d'un bouton pour le doigt, c'est 44 pixels. Donc voilà, on ne respecte pas, mais en tout cas, c'est du bon sens quand on teste. La plupart des utilisateurs qui utilisent leur smartphone, je lisais une étude hier, l'utilisent avec leur pouce et leur main droite, donc avec une seule main, un seul doigt, donc il faut faire les boutons en conséquence. Enfin, il faut respecter de l'espacement. Rien de pire que de recevoir un email avec des liens collés, de dire je vais cliquer là et non mince, mon doigt a cliqué ailleurs, et là je suis énervé, ça m'ouvre mon navigateur, c'est pas ce que je voulais, je ferme, mon expérience est mauvaise. Et enfin, la hauteur, effectivement, le défilement. Les gens ont besoin de savoir, avant de lire votre message, quelle va être la longueur de ce message. Donc s'il y a un défilement, un scrolling trop important, ils vont se perdre, ils vont voir, là, il y a beaucoup trop de contenu, j'arrête, je verrai ça plus tard, ils le mettent soit de côté, soit ils le jettent, c'est fini. Les gens, de toute façon, et je vous le montrerai lors d'une table ronde à laquelle je participe, à un email que j'ai trouvé efficace, qui est court, simple, et je pense que c'est ce vers quoi on doit aller. Les newsletters à rallonge, on en revient, c'est de moins en moins efficace. Quelques bonnes pratiques en vrac. Utiliser les polices Arial, Verdana, parce que ce sont les moins exotiques, qu'il y aura peu de problèmes de compatibilité, et donc ça sera conforme à ce que vous avez vu quand vous l'avez conçu, et à la réception de l'email. Utilisez des contrastes forts, mais faites attention aux couleurs flashy. Il y a encore une étude que je lisais il y a peu de temps qui disait que c'est l'un des premiers gestes que font les possesseurs de smartphones le matin, avant toute autre activité, c'est d'ouvrir leur smartphone et de checker leur mail. Donc si on envoie un email fluo, ça peut faire un petit peu mal aux yeux. Mettez du texte HTML en plus de vos images, le fameux ratio 60-40. Bon, alors là-dessus c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques, mais grosso modo, il est bon de mettre du texte HTML, et on voit encore trop d'agences ou d'annonceurs préconiser du full image ou le même très cher. Rendez les éléments cliquables et identifiables. L'un des éléments aussi importants, n'oubliez pas que quand on est sur ordinateur, on a ce fameux pointeur de souris qui se transforme en main et qui dit ça c'est cliquable, et ça c'est pas cliquable. J'ai pas ça sur un smartphone. Donc si vous ne me dites pas que c'est un bouton, visuellement, je vais pas le savoir, je vais pas le deviner. Pareil, si c'est un lien, mais qu'il n'est pas surligné et qu'il n'est pas bleu, je vais avoir encore plus de difficulté à le voir. Au minimum, il faut le souligner. Alléger les contenus, aller à l'essentiel, ça c'est du bon sens. Insérer le numéro de téléphone, ça peut être une bonne idée pour les gens qui ont notamment des points de vente ou des call centers, puisque l'iPhone notamment va transformer cette donnée en appel automatique et donc va surligner, va le transformer en lien tel. Et aussi, bien sûr, ce n'est pas la thématique de cette conférence, mais l'email, c'est un moyen, un canal pour aller vers un site web. C'est un très bon levier de trafic, d'acquisition, de fidélisation, mais si vous ne poussez pas l'expérience jusqu'au site web, ça ne sert à rien. Donc bien sûr, si vous voulez faire du responsive design sur vos emails, réfléchissez un minimum aux landing pages et faites en sorte qu'elles soient aussi agréables que vos emails. Alors quelques exemples français. Donc là en fait on a le premier exemple, c'est ce qui est le plus traditionnel, c'est-à-dire de passer d'un design multicolonne à un design monocolonne. Alors là ça se traite très bien sûr, mais ça c'est possible en design scalable et en CSS3 également. Alors là on a un autre exemple de British Airways qui consiste finalement également en fait à proposer une seule colonne, mais on voit que le design est assez proche entre les deux versions. Le défaut, c'est que c'est un petit peu long quand même. Ici, alors là, c'est juste intéressant parce qu'on voit qu'il y a plusieurs colonnes, même au départ, par exemple, il y a sur la bannière Thank You, on voit qu'il y a un travail qui a été fait pour, par exemple, décider d'alléger un petit peu le contenu et d'enlever un élément graphique qu'on a jugé pas nécessaire dans cette version.
là, c'est l'exemple de notre newsletter Sarbacane, qui elle, on utilise le Scalable Design. Un autre exemple d'Orange, qui est vraiment adepte du responsive. On en fait pas mal d'articles sur notre blog autour de leurs emails, et qui consiste là pour le coup vraiment à faire des choix entre la version desktop et la version responsive. Donc là on voit que par exemple le voyage à gagner a été mis en avant dans la version responsive, alors qu'il est traité presque au même niveau que les deux autres vignettes sur la version desktop, et que les deux autres vignettes de la version desktop ont été transformées en lien texte. Voilà. Et donc dans la version mobile, j'ai bien un call to action qui est bien visible, et mon email qui dit toujours la même chose, mais qui est vraiment bien optimisé. Enfin, je crois que c'est le dernier exemple, l'exemple de Twitter qui a poussé quand même le responsive assez loin, puisqu'ils ont remplacé un bouton par un autre. Donc en fait, sur la version mobile, c'est un simple bouton vers le site web pour essayer Twitter. Et sur la version desktop, pardon, c'est un simple bouton web. Et sur la version mobile, c'est un bouton qui incite à aller télécharger l'application sur l'App Store. Donc là, on a vraiment un remplacement de contenu et donc de liens. Et derrière, ça permet même de faire de l'analytics. C'est-à-dire qu'en changeant les boutons, il suffit de paramétrer son tracking pour savoir quelle était la part des gens qui ont cliqué sur le bouton sur mobile et la part des personnes qui ont cliqué sur le bouton desktop, et donc de faire des comparaisons de performance et savoir si finalement mon taux-clic est plus important sur mobile que sur desktop. Voilà, je crois qu'il me reste 2 minutes. Donc, je vais m'arrêter là, je vous remercie. N'hésitez pas à me poser des questions à la pause si vous en avez sur cette conférence.